Bonjour à tous. Vous allez découvrir un podcast Turning Point. Bonne écoute. Chers amis, on a choisi comme thème raison d'être personnelle et raison d'être de l'organisation. Quelle conciliation possible? Très heureux d'accueillir cette table ronde parce que c'est pas n'importe qui que nous avons ce matin. Alors je vais commencer par te présenter Marine Hénin, qui est actuellement DRH Groupe International donc de Bonduelle. Auparavant, Marine était DRH de Le Saffre et ça fait 15 ans, je crois que tu es DRH Groupe maintenant. Ensuite, Pierre-Yves Gomez. Pierre-Yves est économiste, auteur, éditorialiste, professeur émérite maintenant de l'EM Lyon. Et nous avons la chance d'avoir un partenariat avec Pierre-Yves depuis 12 ans maintenant. Troisième personne que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui aussi, c'est Henri Bergeron du CNRS et qui dirige la chaire Transformation des organisations et du travail à Sciences Po Paris. Et très heureux, Henri, de démarrer ce partenariat depuis l'année dernière avec tes équipes et ce beau projet de recherche sur nouveau leadership et coopération. On va démarrer de la manière suivante l'échange avec nos invités. Chacun de nos intervenants va en 5 minutes nous dire un point de vue sur le sujet. Alors Marine. Moi, j'ai été marquée par un bouquin que j'ai lu il y a quelques années. Vous connaissez sans doute Viktor Frankl, qui parle de la raison d'être comme la possibilité de continuer à exister. Il était dans les camps. Il a pris 3 décisions quand il était dans les camps. La première, c'est je vais survivre. La deuxième, c'est je vais faire de cette expérience terrible quelque chose d'utile pour mon métier. Il était psychiatre ou psychologue. Et la troisième, c'est je vais utiliser ce que je sais pour aider les gens autour de moi. Et il a observé que les personnes qui avaient une raison de vivre et qui traversaient vraiment cette épreuve extraordinairement difficile, s'en sortaient et pas les autres, physiquement. Et ça m'a beaucoup marqué parce que finalement, c'est pour moi comme le projet qu'on a chacun de vie nous conduit dans les prises de décision, mais aussi dans notre bien-être et dans l'impact qu'on a pour le monde. Alors chez Bonduelle, la raison d'être de l'entreprise, on rigole pas avec ça. C'est quelque chose qui vient de tout en haut ou des profondeurs de l'histoire d'une entreprise de 170 ans d'existence. La famille Bonduelle a 3 mots-clés dans son projet. C'est l'indépendance, le long terme et la responsabilité pour le monde. Récemment, on a changé de CEO et pour la première fois de l'histoire de Bonduelle, on a Xavier qui nous a rejoint, qui ne vient pas de l'entreprise et qui ne vient pas de la famille. C'est énorme. Il est arrivé il y a 6 mois. Et puis, on a, comme beaucoup d'entreprises, des beaux challenges sur une catégorie qui diminue, sur certains business qui sont plus compliqués que d'autres. Eh bien, ce qui nous aide à traverser tout ça, aujourd'hui, c'est notre mission. Parce que Xavier nous a dit, mais moi, la mission, je suis venu pour ça, il est végétarien. Il a 30 ans d'États-Unis, autant vous dire qu'on est un groupe très français, quand même, culturel. Il vient avec toute sa culture, il vient vraiment nous amener beaucoup de choses différentes. Mais comme il a adhéré à la petite lumière tout en haut, et qu'il a complètement adhéré à notre leadership model et à nos valeurs, en fait, il est en train de changer ce qu'il y a au milieu, la stratégie. Parce que dans le monde actuel, on a besoin de changer notre stratégie et de l'orienter beaucoup plus sur la performance et justement d'être beaucoup plus incarné dans notre mission et de vraiment proposer des solutions pour les flexitariens et pas juste proposer des légumes individuels, ce qu'on appelle nos essential veggies. Donc ça, c'était pour vous dire combien pour nous, la mission de l'entreprise, c'est clé, c'est majeur et ça nous rassemble tous. Chez Bonduelle, on a créé un leadership model, je vous l'ai dit, et juste un mot là-dessus. On a 4 lettres qui sont un repère pour l'ensemble de nos collaborateurs sur ce qu'est le leadership chez nous. On part du principe que chacun peut développer son leadership, y compris les opérateurs dans l'usine. Et ces 4 lettres, il y en a une qui s'appelle Mission Driven. Donc l'un des 4 comportements et attitudes qu'on souhaite développer, c'est lié à la mission et à ma mission. C'est-à-dire que chez Bonduelle, on cherche aussi à ce que chacun puisse avoir un espace. Dans nos règles du jeu, on a aussi 4 lettres. On en a une qui est Everyone has a say, pour que chacun ait voix au chapitre et existe en tant que personne. Et donc ça, c'est hyper important pour nous. C'est de permettre à chacun de se connecter à ce pourquoi il est là, ce qu'il apporte dans l'entreprise, et en même temps d'être challengé et d'essayer de développer au quotidien sa connexion avec la mission de l'entreprise. Ça me fait penser à la phrase d'Aristote qui dit là où ton talent rejoint le besoin du monde, là est ta vocation. Et j'adore ça. Et je trouve que c'est vraiment la combinaison des deux. Tout ça pour dire que chez nous, avoir une mission, on a beaucoup de chance, hein. Je crois que beaucoup nous envient cette mission aujourd'hui, d'avoir un impact sur la planète et de permettre, parce que j'en suis convaincu, d'avoir une meilleure santé par le légume. Ça nous permet d'attirer les bonnes personnes, celles qui ont envie de ça, les meilleurs talents. Et on a pas mal de gens de très haut niveau qui nous ont rejoints
peut-être pas pour les meilleurs salaires, peut-être pas pour les responsabilités, mais parce que, en grande partie, la mission leur parle et qu'ils ont vraiment envie de donner ça. Et on fait une enquête d'engagement tous les ans qui nous permet, avec de l'intelligence artificielle, de vraiment faire les corrélations entre un certain nombre de facteurs. Vous connaissez les enquêtes d'engagement, il y a plein de questions. Et les 4 questions qui sanctuarisent le niveau d'engagement. Et on a observé d'année en année que le sujet de notre mission et de notre raison d'être avait un lien direct avec le niveau d'engagement et finalement contribuait énormément au niveau d'engagement des collaborateurs. Donc pour nous, c'est vraiment sérieux, c'est un de nos atouts majeurs, ça nous guide, ça nous fait traverser les tempêtes, ça nous rassemble et ça nous engage. Et c'est le dernier point que je voulais évoquer. Nos enjeux aujourd'hui, c'est que la mission, c'est bien, mais ça suffit pas. La performance, c'est clé et la stratégie doit combiner les deux. C'est un de nos enjeux du moment. Je pense aussi que justement, aller plus fort et oser plus grand dans notre mission va nous rendre plus performants. Et c'est ce que porte Xavier, notre CEO, et c'est ce qu'on va vivre prochainement. On est déjà en train de l'animer. Et puis, ça nous oblige à beaucoup de cohérence. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Marine. Je retiens ça nous aide à traverser les tempêtes. Alors Henri, que pense le sociologue des organisations de ce vaste sujet? Je ne vais pas tellement parler de l'articulation entre la raison d'être personnelle et la raison d'être organisationnelle, mais plutôt entre ces 2 raisons d'être et ce qu'on pourrait appeler une raison d'être sociétale. Et dit dans d'autres mots, l'articulation entre le contrat de travail et le contrat social. Nous, l'hypothèse qu'on pose essentiellement, c'est qu'il y a une crise de l'organisation et plus précisément une crise de la coopération dans l'organisation. Et je voudrais donner 3 hypothèses qui peuvent contribuer à expliquer cette crise de la coopération dans l'organisation. Dans les interviews qu'on fait, auprès de professeurs de collège, auprès de médecins hospitaliers, d'infirmières, de policiers, personne ne nous dit qu'ils ont perdu leur vocation. Mais beaucoup nous disent on n'est plus en situation de réaliser les tâches qui nous permettent de contribuer à la mission que on voudrait embrasser et qui est celle de notre organisation. Donc pour moi vraiment, cette dimension de coopération et la façon dont les conditions de la coopération ont été fragilisées ces derniers temps est très importante. Et on l'a vu un peu en compte quand on a fait des interviews pendant l'épidémie de Covid. Je vais prendre juste le cas des médecins. On a fait des interviews quasiment dans les environs du 1er avril. Quelques semaines après, pour certains d'entre eux, le moment où ça avait été le plus dur. Parfois au sortir même de 20 heures de travail de réanimation. Et ces gens-là nous ont dit, moi je suis réanimateur médical, mon métier m'a appris à côtoyer la mort, mais là ça a été un carnage. Et en même temps, ils nous ont dit un truc incroyable, ça a été la période professionnelle parmi les plus excitantes, les plus enthousiasmantes de ma vie, et notamment parce que j'ai trouvé des marges de coopération avec des acteurs que je n'avais jamais trouvés. Donc pour nous, la coopération, c'est quelque chose qui est un peu moins dans le scope d'une certaine manière du management. Le management va travailler sur les formes de leadership, sur la raison d'être, sur la qualité de vie au travail et les rémunérations, sur l'enrichissement des fonctions. Mais je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à problématiser cette question de la coopération. Alors, il y a 3 facteurs qui fragilisent les conditions de la coopération. Premier facteur, c'est l'amoncellement de nuages sur notre horizon collectif. Crise sanitaire probable, crise écologique, menace géostratégique, il y a un rétrécissement de l'horizon collectif. Ça provoque un repli sur l'ici et le maintenant. On le sait, par exemple, les fumeurs compulsifs sont plutôt des gens qui appartiennent à des classes sociales relativement défavorisées. Et l'explication qui est donnée aussi bien par les économistes que par les sociologues, c'est que finalement, on comprend assez qu'on ait envie de continuer à fumer, qu'on n'ait pas envie d'arrêter à 40 ans, parce que gagner 5 ans d'espérance de vie de 80 à 85 ans en bonne santé, alors qu'on ne sait même pas si on va avoir la retraite, ça a beaucoup moins de valeur que quand on est riche et qu'on sait qu'on va passer ces années-là, de 80 à 85 ans, sur son yacht, enfin son bateau à voile maintenant, en Méditerranée. Donc, cette tendance à se replier sur l'ici et le maintenant, nous, on fait l'hypothèse que les gens dans les organisations ont tendance à se replier sur l'ici et le maintenant, à moins se projeter dans un avenir collectif. Et ça a une conséquence très importante pour le leadership et le management, c'est que les managers sont beaucoup moins en capacité d'engager les personnes. Quand le contrat social n'est plus à même de produire des promesses crédibles sur un avenir commun favorable, je pense que ça a tendance à fragiliser les capacités d'engagement du contrat de travail. Le deuxième facteur d'explication, c'est que les mouvements de rationalisation qui ont eu cours dans le public comme dans le privé ont eu des conséquences que je dis délétères pour la coopération. La première chose, c'est qu'il y a une tendance de la réduction du travail à l'activité de production.
Notamment l'activité relationnelle, celle qui est nécessaire à l'induction de la coopération, eh bien, elle est démonétisée. Et puis, d'une manière générale, ces processus de rationalisation ont eu tendance à accentuer la concurrence et la compétition autour des ressources rares dans l'organisation, ce qui provoque chez les personnes, j'ai envie de dire, moins de velléité d'engager des relations de coopération parce qu'on se concentre sur son activité et qu'on n'a plus le temps de faire tout ça qui est pourtant nécessaire. Troisième chose qui, à mon avis, mine les conditions de la coopération, c'est paradoxalement une injonction contemporaine à la coordination. Elle a deux conséquences principales. La première chose, c'est qu'il y a une accumulation de réformes, de transformations qui font perdre le sens de ce à quoi mènent ces réformes. Et puis également, elle place les individus dans des nécessités de coopération et tous ne sont pas également armés pour coopérer. Et beaucoup, j'ai envie de dire, quand l'injonction est forte, mais que la capacité à honorer cette injonction est faible, ben ça provoque beaucoup de problèmes psychosociaux. Voilà, c'est chiant les sociologues, hein, on en a déjà parlé parce que c'est toujours un peu pessimiste, mais je pense effectivement que dans cette question de raison d'être, il est devenu aujourd'hui beaucoup plus difficile qu'il ne l'était d'être un leader inspirant, précisément parce que les conditions de la coopération dans l'organisation, ce temps relationnel, n'est plus considéré comme un temps nécessaire alors qu'il est absolument essentiel. Pierre-Yves, alors, ce que j'aimerais, si tu es d'accord, on en avait un petit peu parlé, tu nous as partagé comment t'étais venue ta vocation de chercheur, donc ta raison d'être. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots? Marine a cité Aristote à l'instant. La raison d'être de toute personne, en fait, c'est de persévérer dans l'être au service du bien. Et chacun a son service du bien qui lui est propre. En fait, en fonction de ses talents, de ses compétences, on a un service du bien qui nous est propre. Le mien, ça a été un service au vrai. Depuis toujours, j'ai été à la fois fasciné, inquiet, torturé par la question du vrai dans les relations. Qu'est-ce qu'on peut dire de vrai, qu'est-ce qu'on peut dire qui est juste, et notamment qu'est-ce qui est connaissable. Voilà, donc ça a éclairé ma vocation de professeur-chercheur. Mais ma vocation spécifique, si je relis les deux, ça a été de rendre compréhensible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins la connaissance en soi que la connaissance actionnable. La connaissance qui permet à des personnes de mieux se situer dans leur vie, de se libérer, de s'émanciper, de comprendre pourquoi elles agissent. Voilà. Mes indicateurs de réussite, c'est quand on me dit je comprends mieux, tout simplement. Tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. La mission de chacun, je crois que c'est ça, hein, c'est de persévérer dans l'être au service du bien, et chacun aura son bien. Persévérer dans l'être, mais de façon spécifique, en apportant quelque chose. Et sur plus largement sur la question de la raison d'être et du travail, comment tu présenterais les choses? Les recherches montrent que la première raison pour bien travailler, ou pour être heureux au travail, c'est le groupe, c'est l'équipe, c'est le management de proximité, c'est le fait d'être dans un espace, d'être situé dans un travail qui est agréable, humainement, quant au sens de ce qu'on fait, mais aussi quant aux rapports sociaux. Vous voyez, on est passé de l'entreprise qui était l'institution qui donnait du sens au lieu du travail, avec son équipe, ses collaborateurs, ses collègues qui font sens. Ça, je crois que c'est la grande évolution, vous voyez, non pas du rapport au travail, hein, mais du rapport à l'organisation du travail, et qui est propre à ce début de siècle. Et ce qui change, le leader n'est plus celui qui traduit la stratégie localement, c'est celui qui anime une équipe et qui fait la traduction entre les appétences, les attentes de cette équipe-là, avec, évidemment, le projet collectif qui est celui de l'organisation. Et on a des leaders comme ça qui sont en train d'émerger, qui sont des leaders beaucoup plus passeurs, beaucoup plus traducteurs. Moi, cheville ouvrière, qu'animateur de groupes, de travailleurs, de collaborateurs, de collègues, encore une fois, situés. Ça, je crois que c'est absolument passionnant, parce que ça réhumanise les organisations de façon inattendue. Elles sont réhumanisées de haut en bas par le fait que le travail est quelque chose, encore une fois, anthropologiquement fondé et donc profondément humain, et que c'est à partir de ça, du travail réel, que se repense le travail propre du leader. Et puis dernier point, en écho de ce que disait Marie, bien sûr que tout ça ne persévère dans son être, au niveau de l'organisation, que si il y a un alignement entre la mission telle qu'elle est présentée par l'entreprise tout entière et le sens que donne le leader localement. En clair, les missions people, les missions très vagues, les missions on va changer le monde, etc., sont éventuellement très stimulantes et enthousiasmantes, mais dans la mesure où elles se traduisent, encore une fois, de manière située, concrète, et là, ici et maintenant, pour des acteurs qui sont là, qui sont peut-être demain ailleurs, mais qui trouvent dans ce projet-là, maintenant,
du sens à leur existence parce qu'ils alignent leur raison d'être personnelle avec la raison d'être qui sont toutes vives localement, eh bien, ça doit pas être contredit par la rhétorique de l'entreprise. On creusera peut-être tout à l'heure dans un deuxième temps sur le persévérer dans l'être au service du bien, cette question du bien justement qui est clé là. Question brève à chacun, tu en penses quoi de cette histoire de rendre heureux? Est-ce que c'est possible de rendre heureux ses collaborateurs? Est-ce que c'est une figure de style? C'est un sujet hyper complexe, le bonheur, et je suis très humble en tant qu'acteur de l'entreprise pour décréter qu'on peut rendre les autres heureux. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a quelques ingrédients qui me semblent être souvent présents quand les gens sont bien dans l'entreprise. Le sujet de la qualité de la relation que j'ai avec mes collègues, en fait, ça joue énormément. C'est colossal. Il y a bien sûr le sujet de l'utilité. Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis reconnu comme personne, comme ayant une singularité? Et chacun a besoin de voir qu'il a une singularité à apporter et qu'il peut l'exprimer. La fierté aussi de ce que l'on peut faire individuellement et collectivement, la capacité à apprendre et être apprécié. Ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est travailler sur ce sujet de la confiance. La confiance, c'est que chacun puisse avoir une place, c'est la clarté aussi, l'exigence, le courage. Et puis, voilà, ce sujet de la reconnaissance. La culture de l'entreprise, les ingrédients qu'on y met, l'attitude de chaque manager a un impact énorme. Et c'est le labeur de mon quotidien, mais c'est sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. C'est jamais fini. Merci Marine. Alors Pierre-Yves, raison d'être, service du bien, sujet ouvert là à ta première intervention, et proposition de valeur. Pourquoi j'ai dit persévérer dans son être? Tout le monde veut persévérer dans son être. Ça, c'est une trope même de au service du bien. Ça signifie que il y a, je crois, on parlait du bonheur, et il y a une façon extrêmement universelle de valoriser sa présence au monde. C'est d'avoir le sentiment d'être utile, d'être en relation, de servir un bien. C'est très clair dans le travail. C'est précisément parce qu'on prend une utilité dans ce qu'on fait qu'on se valorise. Donc, voilà pourquoi je complète, persévérer dans son être au service du bien. Et ce service du bien aujourd'hui, je crois qu'il est essentiel à rappeler. Une société très fractionnée, très technologisée, revenir à la question du bien. Pourquoi on fait les choses? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien de soigner? Pourquoi c'est bien de proposer une alimentation différente? Et on voit bien que c'est ça qui me motive, au fond, qui motive nos valorisations. Alors, moi, je plaide pour le retour à une explication de ce qui est bien. Et ça prend le nom de mission de l'entreprise. Au fond, la mission que j'ai donnée à une entreprise, comme la mission que j'ai une personne, c'est expliciter pourquoi elle contribue au bien. Merci Pierre-Yves. Alors Henri, comment le sociologue qui n'est pas que pessimiste peut nous dire comment créer, comment améliorer finalement les conditions d'adhésion à la raison d'être dans une organisation? Nous, ce qu'on fait, c'est que peut-être à partir des études d'engagement dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde et on s'aperçoit que très souvent, il y a une distribution très sélective du degré d'adhésion à l'organisation, du degré d'engagement, du degré de confiance dans l'organisation. Alors, déjà, de manière très générale, plus on monte dans la hiérarchie et plus le degré d'adhésion à la raison d'être est fort. Et c'est normal, parce que ce sont des gens qui sont dans des situations où ils sont bien rémunérés, mais au sens général du terme, y compris par la reconnaissance, donc au sens psychologique aussi. Et puis souvent aussi, on s'aperçoit, au-delà de cette question de la hiérarchie, qu'il y a des endroits qui sont en souffrance, qui sont des variables d'ajustement du système, qui sont des voitures-balais, qui doivent résoudre les problèmes que les autres ne veulent pas résoudre. Les acteurs qui se font transférer de la sous-performance, de la qualité mauvaise, des délais, et qui doivent rattraper pour l'ensemble de l'organisation ce que l'organisation leur délègue. Et là, l'une des façons précisément d'améliorer la situation de ces acteurs, et de facto, donc, d'augmenter leur degré d'adhésion à la raison d'être, c'est de remettre ces acteurs en capacité de négocier la coopération. C'est généralement en fait des acteurs qui subissent l'autonomie des autres services. On a plein de petites techniques qui permettent de réinstaurer cette interdépendance pour que, enfin, en plus de les reconnaître, entre guillemets, on les calcule. C'est-à-dire que ceux qui produisent et qui sont en amont dans la chaîne de production et qui vont leur transférer des biens, des services ou je ne sais quoi encore qu'ils devront continuer à travailler, les calculent, comme disent les jeunes, et prennent en compte les conséquences que leur propre travail ont pour ces personnes-là. Donc, chers amis, on n'aurait qu'une envie, c'était de continuer encore et encore. Ça a ouvert beaucoup de sujets. Et à nouveau, des applaudissements pour nos chers invités. Merci.
Nous sommes heureux de vous avoir partagé cette expérience Turning Point et vous donnons rendez-vous au prochain épisode.